Chunk One. J'ai annoncé ma retraite il y a 6 ou 8 semaines. Il me reste 1 an à cause de la fusion avec mon label qui a tout repoussé d'1 an. Donc, il me reste un album à livrer. Je suis fier de dire que je suis de la musique country. Ils m'ont fait une place là-bas. Je ne suis pas la musique country, mais j'y appartiens, et tant qu'ils me laisseront y être, c'est là que je serai. Gar Brooks menait 2 vies, et personne ne le savait. Sur scène, il était la plus grande star de country américaine. À la maison, il était un fantôme. Il passait 200 jours par an sur la route pendant que son mariage s'effondrait. Sa femme a découvert 127 appels téléphoniques secrets et un mystérieux reçu de Tiffany. Le divorce lui a coûté 125 millions de dollars. Mais ce n'était pas le vrai point de rupture. C'était Noël 1999 lorsque sa plus jeune fille a dit quelque chose qui a tout changé. Ces 8 mots l'ont fait abandonner la gloire pour toujours. La vérité est déchirante. G. Brooks est né le 7 février 1962 à Tulsa, Oklahoma, mais il n'est pas né dans un foyer normal. Sa mère, Colleen Carroll, avait autrefois signé avec Capitol Records dans les années 1950 et avait même chanté dans une émission de télévision nationale appelée Ozark Jubilee. Mais au moment où Gar est né, ses rêves s'étaient déjà effondrés. Son père, Troy Brooks, Jr., était dessinateur dans une compagnie pétrolière, gagnant seulement 6 000 $ par an tout en élevant 6 enfants. Tous les vendredis soirs, toute la famille devait se produire dans le salon. Ce n'était pas facultatif. Si vous ne chantiez pas, ne dansiez pas ou ne faisiez rien. Il y avait des conséquences. Colleen jugeait ses soirées comme si elles étaient encore sur scène. Cette étrange tradition a planté quelque chose de profond en G. Il ne voulait pas seulement être bon. Il avait besoin d'être parfait et il voulait gagner la foule à chaque fois. En grandissant, Gar a trouvé quelque chose d'étrange dans une boîte à chaussures. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a découvert la collection de lettres de rejet et de contrats de musique ratés de sa mère. Chunk 2. La plupart des parents auraient caché une chose pareille, pas Colleen. Elle passait ses vieux disques en boucle, lui apprenant la guitare tout en lui faisant mémoriser des chansons de George Jones. Elle ne s'est pas arrêtée à aimer là. Elle utilisait un chronomètre pour mesurer ses performances à la seconde près. À l'âge de 8 ans, il pouvait interpréter une version de 3 minutes de White Lightning sans une seule erreur. Et les musiciens locaux étaient stupéfaits. La déception de Colleen n'a pas seulement rempli leur maison de musique, elle a également rempli Gare de Pression. Elle avait déjà été écrasée par Nashville. Elle n'allait pas laisser son fils s'y rendre sans préparation. Au moment où Gar est entré au lycée à Yukon entre 1978 et 1980, il menait 2 vies séparées. Pendant la journée, il était une star de l'athlétisme, lançant des javelots sur plus de 60 mètres, assez bien pour obtenir une bourse complète à l'Oklahoma State University. Cette bourse représentait 8 000 $ par an, ce qui changeait la vie d'une famille comme la sienne. Mais la nuit, il se faufilait pour jouer des concerts avec un groupe local appelé Santa Fe. Il gagnait seulement 25 $ par spectacle. Mais cet argent signifiait tout. Ce qui est fou, c'est que son entraîneur n'a jamais su qu'il se produisait, et ses camarades de société, de groupe n'avaient aucune idée qu'il était un athlète. Il rentrait chez lui à 2 heures du matin et se réveillait seulement 3 heures plus tard pour s'entraîner à nouveau. Le mouvement explosif qu'il utilisait pour lancer un javelot est devenu l'énergie exacte qu'il apportait sur scène. L'un des guitaristes a dit plus tard que G était le musicien le plus concentré et le plus préparé qu'il ait jamais vu. Et tout cela grâce à cet état d'esprit d'athlète. De 1980 à 1944, G a fréquenté l'Oklahoma State en tant qu'étudiant en publicité, avec une moyenne générale décente de 3,2. Mais son véritable apprentissage ne s'est pas fait en classe. Il s'est fait dans un endroit appelé Willie's Saloon, où le sol était collant. La foule était bruyante et les bagarres étaient réelles. Il y jouait presque tous les soirs, gagnant 200 ou 300 $ par semaine, plus que de nombreux diplômés ne gagnaient à leur premier emploi.
Quand un homme ivre a crié un jour que Gar avait l'air trop propre pour être vrai, il a sauté dans la foule au milieu d'une chanson. Ce moment Eroasa est resté. À partir de ce moment-là, il a ajouté ses Sokoana sauvages à son numéro. Chunk 3. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il gardait des cahiers dans lesquels il notait chaque foule. Il écrivait quelles chansons faisaient pleurer les gens, lesquelles déclenchaient des bagarres et lesquelles faisaient partir les gens. Il collectait des données des années avant que quiconque n'utilise ce mot. Pendant ce temps, ses professeurs n'avaient aucune idée que leur étudiant discret devenait une légende locale après la tombée de la nuit. En 1955, Gar a rempli sa voiture avec 1500 $ et s'est rendu à Nashville, pensant que c'était ça. Mais après seulement une journée, il a abandonné. Il n'avait visité que 3 maisons de disques. Un homme lui a dit qu'il ressemblait à un employé de banque. La même nuit, il a vu 2 bagarres de bar. L'une d'elles a commencé à cause d'un accord musical qui avait mal tourné. Gar a fait tout le chemin du retour en Oklahoma et, dans un moment de confusion et de panique, a demandé à sa petite amie de l'université, Sandy Mall, de l'épouser. Il n'avait même pas parlé de mariage, mais elle a dit oui. Ils se sont mariés le 24 mai 1986 lors d'une simple cérémonie qui a coûté 500 $. Des années plus tard, Gar a admis qu'une des raisons pour lesquelles il l'avait épousée si soudainement était qu'il ne voulait pas retourner seul à Nashville. Le père de Sandy n'a pas approuvé au début. Il a traité Gar d'un autre musicien raté et lui a proposé un emploi dans la vente d'assurance à la place. Ce rejet l'a profondément blessé. De retour en Oklahoma, nouvellement marié, Jay a fait tous les petits boulots qu'il pouvait trouver. Il vendait des bottes pendant la journée et était videur dans des bars la nuit. Son ancien corps d'athlète l'aidait à gérer les clients turbulents, mais la musique était toujours dans son esprit. Il a formé un groupe appelé Stillwater et a commencé à enregistrer des démos brutes dans n'importe quel studio qui voulait bien les prendre. Ces démos étaient brutes. Elles n'étaient pas raffinées, mais elles avaient quelque chose qui semblait réel. Un avocat spécialisé dans le divertissement, nommé Rod Phelps, les a entendus et a cru en ce qu'il avait entendu. Il a poussé Jay à retenter sa chance à Nashville. Ainsi, en 1987, 2 ans après sa tentative ratée, Jay s'est retourné, cette fois avec Sandy à ses côtés. Il se sentait plus fort avec elle là-bas. Il a signé avec une maison d'édition appelée Major Bob par Bob Doyle. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est un coup du sort au Bluebird Café. Gar était censé se produire en 9e position. Chunk 4. Un autre écrivain s'est désisté et il a été avancé. Ce soir-là, Lynn Schultz, représentant de Capitol Records, était là pour voir le gars qui avait fait faux bond, mais a fini par entendre Jay à la place. La chanson était « If Tomorrow Never Comes ». Cette performance a tout changé. Jay a enregistré son premier album entre la fin de 1987 et le début de 1988 au Jack's Tracks Recording Studios. Mais ce n'était pas facile. La plupart des nouveaux artistes laissent le label tout décider. Pas Jay. Il a rejeté des chansons qui ne lui ressemblaient pas. Cet entêtement a causé des retards. Son avance n'était que de 10 000 $, mais cela ressemblait à la preuve qu'il était sur la bonne voie. L'album est sorti le 12 avril 1949 et au début, ce n'était pas un succès. Moins de 20 000 exemplaires ont été expédiés, mais il n'est pas resté silencieux longtemps. L'une des chansons, Much Too Young to Feel This Damn Old, a atteint la 8e place des charts. Puis, If Tomorrow Never Comes et The Dance ont toutes deux atteint la 1re place. Après 65 semaines, l'album a grimpé à la 2e place du classement des albums country de Billboard. À ses débuts à Nashville, Gar et Sandy vivaient peu. Ils vivaient dans un minuscule appartement, faisant tous les petits boulots qu'ils pouvaient trouver. Ils se produisaient gratuitement lors d'événements de l'industrie musicale juste pour se faire voir. Chaque concert comptait. Lors d'une petite soirée d'auteurs, il a rencontré Pat Alger. Et cette rencontre mènerait à Thunder Rolls, l'une de ses chansons les plus célèbres et les plus controversées. Jay devenait lentement un nom parmi d'autres auteurs en difficulté.
Même avant d'avoir un disque à succès, les gens se souvenaient de lui pour la façon dont il les faisait se sentir sur scène. Mais lorsque l'album a finalement décollé en 1989, tout le monde ne croyait pas qu'il durerait. Capitol Records le considérait comme un simple hat act, un terme désignant les chanteurs country oubliables. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est à la façon dont G illuminait une scène. Ses spectacles dans des endroits comme le Wild Horse Saloon explosaient d'énergie. Il ne se contentait pas de chanter, il se produisait. À la fin de cette année, Gar Brooks, l'album, s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Chunk 5. Les mêmes personnes qui doutaient de lui se précipitaient maintenant pour comprendre comment ce garçon de l'Oklahoma avait percé. Puis est arrivé No Fences en août 1990. L'album n'a pas seulement réussi, il a explosé. Il s'est vendu à 18 millions d'exemplaires et est devenu l'un des albums les plus vendus de toute la décennie, tous genres confondus. Il a eu 4 tubes numéro 1, mais le plus grand choc a été le clip vidéo de Thunder Rolls. La chanson originale avait un couplet où la femme tue son mari violent. Et dans la vidéo, G jouait le rôle de l'agresseur. TNN et CMT l'ont tous deux interdit, mais VH1 l'a ensuite repris et tout le monde a soudainement voulu le voir. Le contre-coup s'est transformé en carburant de fusée. La vidéo a remporté le prix CMA, Video of the Year, et a même été nominé pour un Grammy. La même année, Gar a remporté 6 Academy of Country Music Awards, dont celui d'Entertainer of the Year. Sa tournée de 1991 a changé la musique country à jamais. Il a fracassé des guitares sur scène, a surfé sur la foule à travers des arénas bondées et a vendu des spectacles en quelques minutes. Les fans traditionnels étaient horrifiés. Ce n'était pas censé être l'apparence de la musique country, mais les jeunes fans étaient accrochés. Au CMA Awards de 1991, G a de nouveau gagné gros. Il a même plaisanté dans son discours en disant qu'il aimait son George Jones, George Strait et le président George Bush, qui était assis au premier rang. Cette nuit a donné le coup d'envoi à une série de victoires qui ont marqué l'histoire. Il a remporté le prix d'Entertainer of the Year 4 fois. En septembre 1991, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Un album country n'a pas seulement grimpé dans les charts, il a explosé directement au sommet de tous les charts. Gar Brooks a sorti Rope in the Wind et il n'est pas seulement arrivé en tête des charts country. Il a fait ses débuts à la première place du Billboard 200, le principal classement pop. Cela n'avait jamais été fait par un artiste country auparavant. Pas même Kenny Rogers n'y était parvenu. Ce qui a suivi, ce sont 18 semaines de domination. 4 passages distincts à la première place entre le 28 septembre 1991 et le 3 avril 1992. Brooks avait pris une chanson de Billy Joel, Shameless, et l'avait transformée en un hymne de la radio country. En 1998, l'album avait été certifié 14 fois platine. Plus de 14 millions d'exemplaires vendus, un Grammy remporté. Chunk 6. Et à un moment donné, en 1992, G occupait les 3 premières places du classement country de Billboard à lui tout seul. Personne d'autre n'a jamais fait ça. Puis est arrivé In Pieces, sorti le 31 août 1993. Un autre numéro, un instantané. Encore 10 millions d'exemplaires vendus. Mais cette fois, autre chose est arrivée avec lui. La controverse. Parmi les tubes entraînants, comme Ain't Going Down Till the Sun Comes Up, il y avait une chanson qui a divisé le monde de la musique country en deux. We Shall Be Free n'était pas seulement un autre morceau. Il parlait d'égalité. Il parlait des droits des homosexuels. Cela n'a pas plu à certaines parties de l'industrie de la musique country. Certaines stations de radio ont carrément refusé de la diffuser. D'autres ont organisé des boycotts. Puis est venu un autre coup dur. Brooks a critiqué les magasins pour la vente de CD d'occasion, affirmant que cela nuisait aux artistes. Il a convaincu Capitol Records de cesser d'approvisionner ces magasins. Des poursuites ont suivi. Capitol a été contraint de faire marche arrière.
Mais Brooks n'a pas perdu de terrain, l'album s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il n'était plus seulement un chanteur. Il était une force que l'industrie ne pouvait ignorer. Et cela est devenu encore plus clair en 1993 et 1994 lorsqu'il a lancé sa première tournée mondiale. Les chiffres étaient incroyables. Plus de 100 millions de dollars de recettes brutes. Le Texas Stadium accueillait 65 000 fans par spectacle et chaque siège était plein. Il volait au-dessus du public dans un harnais. Il utilisait de la pyrotechnie comme une rockstar. Il ne faisait pas que visiter l'Amérique. Chunk 7. Il a fait salle comble à Birmingham. Il a fait salle comble à Londres. Les médias britanniques l'ont appelé G. Vader alors qu'il perçait sur un marché qui ne diffusait même pas de musique country à la radio. Il s'en fichait. Il a aidé à lancer une station de radio londonienne juste pour s'assurer que la musique country ait une place. Il ne s'est pas contenté de visiter. Il est revenu en 1996 et partout où il allait. Europe, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, les fans venaient aussi. Mais derrière tout cela, des problèmes se préparaient. En 1995, Brooks a sorti Fresh Horses. Il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. À l'extérieur, il était toujours intouchable. Mais à l'intérieur de Capitol Records, les choses s'effondraient. Brooks était furieux contre leur marketing. Il avait intégré une clause dans son contrat en 1992 qui lui permettait de retenir des albums s'il n'aimait pas la façon dont ils étaient promus. Maintenant, il l'a utilisé. Il a refusé de sortir Sevens tant que Capitol n'avait pas remplacé son président. Ils l'ont fait. Scott Hendricks était dehors. Capitol était dans le chaos. Jimmy Bowen, un ancien président de label, a dit qu'avoir Gar Brooks, c'était comme mettre un gorille dans un poulailler. Et Brooks n'a pas reculé. Il a retardé Sevens de 3 mois, forçant le label à obéir. Aucun autre artiste n'avait jamais pris ce genre de contrôle. Après G, tout le monde voulait plus de pouvoir. Lorsque Sevens est finalement sorti, le 25 novembre 1997, il a de nouveau dépassé les attentes. 1 million d'exemplaires expédiés instantanément, 3,7 millions vendus en seulement 7 semaines. Et pour le lancer, Brooks a donné un concert pas comme les autres. Chunk 8. Le 7 août 1997, il s'était produit à Central Park. Ce n'était pas juste un spectacle, c'était un événement. Plus d'1 million de personnes ont rempli le parc. Le service d'incendie de New York l'a confirmé. Le record de 600 000 personnes de Paul Simon en 1991 a été laissé derrière. Brooks s'est produit sur une scène de 110 mètres de long, avec un éclairage de 30 mètres de large. HBO l'a filmé avec 24 caméras. Des invités spéciaux comprenaient Billy Joel et Don McLean. 14,6 millions de personnes l'ont regardé en direct à la télévision. C'est devenu l'émission la plus regardée de HBO en 1997. 6 nominations aux Emmy Awards. Le parc était tellement bondé que les fans n'étaient autorisés à apporter que des couvertures de lit king size. Rien de plus grand ne pouvait rentrer. Le 8 juillet 1992, en plein milieu de toute cette gloire, la fille de Gary, Taylor Mayne Pearl Brooks, est née à Nashville. Le timing n'aurait pas pu être pire. La grossesse de Sandy n'était pas prévue et leur calendrier de tournée était déjà accablant. Ils l'ont nommée d'après James Taylor, l'État où elle a été conçue, et Minnie Pearl. Sandy a rejoint la tournée avec le bébé, transformant le bus de tournée en une crèche. Le 3 mai 1994, Brooks et Sandy ont accueilli leur fille, Auguste Anna, à l'hôpital St. Francis de Tulsa. Elle pesait 3,2 kilos. Brooks venait de terminer 127 spectacles en 6 mois. Il est arrivé à la salle d'accouchement, mais le 18 septembre, il était au Madison Square Garden quand Auguste a fait ses premiers pas. Le 12 novembre, il a manqué son premier mot, « papa », alors qu'il enregistrait à Nashville. Il a également manqué son premier anniversaire. Cette nuit-là, il a joué devant une foule à guichets fermés à Phoenix. Sandy a fait des vidéos maison pour qu'il puisse les regarder dans le bus. Quand Auguste a eu des crises d'asthme en 1995 et 1996,
Brooks a manqué 2 visites d'urgence. Le schéma était clair et il a commencé à le blesser profondément. Cela a empiré en 1996 quand Ali Colleen est né. Brooks était au milieu de la tournée Fresh Horses. Chunk, 9. Cette année-là, il a donné 89 concerts. Sandy était seule pendant 47 jours avant l'accouchement. L'accouchement a duré 18 heures. Sa mère et sa sœur étaient là. Brooks n'y était pas. Il est arrivé 6 heures plus tard après avoir dépensé 8 000 $ pour un jet privé depuis Denver. Cette année-là, il n'était chez lui que 73 jours. Il a manqué le premier Noël d'Ali, ses premiers pas. Sandy a embauché une nounou nommée Martha Jenkins pour 35 000 $ par an pour gérer 3 jeunes enfants seuls. Brooks a gagné 60 millions de dollars en 1996, mais Sandy a dit à ses amis qu'elle avait l'impression d'être mariée à un fantôme célèbre. En mars 1999, ça a cassé. Les tablonymeuses sur les tabloïds avaient tenté des photos. Jay et Trisha Yearwood souriant au Bluebird Café de Nashville le jour de la Saint-Valentin. Mais cela n'avait pas commencé soudainement. Ils s'étaient rencontrés en 1987 lorsque Yearwood était une chanteuse de démos gagnant 50 $ par session. En 1991, ils ont enregistré Like We Never Had a Broken Heart. Ils ont passé 47 heures ensemble en studio ce mois-là. En janvier 1999, Sandy a découvert 127 appels téléphoniques entre Brooks et Yearwood. Puis, elle a trouvé un reçu de Tiffany et Cobbers. Brooks a dit que c'était pour sa mère, mais Yearwood a été vu plus tard portant le collier. Ce qui a suivi, c'est quelque chose que personne à Nashville n'avait jamais vu auparavant. Gar Brooks, la plus grande star de country au monde, a été frappé d'un règlement de divorce de 125 millions de dollars. C'est devenu la rupture la plus chère de l'histoire du divertissement à cette époque. Sandy est repartie avec leur ranch de 280 hectares en Oklahoma, qui valait 8 millions de dollars. Elle a reçu 60 millions de dollars en espèces, 25 millions de dollars en propriété et des paiements de redevances continues qui finiraient par totaliser environ 40 millions de dollars au cours de la prochaine décennie. Les dossiers du tribunal ont montré qu'elle avait également obtenu leur immense manoir de 300 mètres carrés, ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 125 000 $ pendant 5 ans. Brooks a conservé ses revenus de tournée, mais il a perdu la moitié de ses redevances sur son catalogue de chansons. Tout s'est terminé en seulement 90 jours, ce qui était étonnamment rapide pour quelque chose d'aussi important. Officiellement, les documents indiquaient des différends irréconciliables. Mais les gens du monde de la musique murmuraient que le vrai coup n'était pas l'argent. Chunk 10, c'était quelque chose de plus profond. Des années plus tard, en 2019, Sandy s'est finalement confiée sur ce qu'avait vraiment été leur vie. Dans le documentaire Gar Brooks, The Road I'm On, elle a déclaré que le mariage s'était tranquillement effondré bien avant le divorce. Gar était plus souvent absent que présent. Pendant toute une décennie, il avait été sur la route plus de 200 jours par an. Rien qu'en 1993, il a fait 287 spectacles dans 47 États. Sandy a dit qu'elle avait l'impression d'élever leurs 3 filles complètement seule. Elle a passé des anniversaires seule, des pièces de théâtre scolaires, des vacances, des histoires au coucher, tout sans lui. Elle a dit que leur dernière conversation significative avait eu lieu sur un parking d'aéroport en 1999. Elle lui a demandé de choisir entre sa famille et sa gloire. Mais elle connaissait déjà la réponse. À ce moment-là, leur mariage s'était transformé en appel téléphonique et en silence. Leurs enfants grandissaient sans vraiment connaître leur père. Puis est venu un moment qui a tout brisé. Vers Noël 1999, la fille de Jay, Taylor, qui n'avait que 8 ans, l'a regardé et lui a demandé « Papa, pourrais-tu être un papa tout le temps au lieu de juste parfois ?» Il était stupéfait. Il ne pouvait même pas citer les noms des professeurs de ses enfants ou de leurs meilleurs amis. Il a manqué les premiers pas de Taylor. Il n'était pas là pour la pièce de théâtre scolaire d'Auguste. Il n'a pas vu la victoire d'Ali au soccer. Un jour, il a trouvé un dessin que Taylor avait fait de leur famille.
Il montrait Sandy et les 3 filles. Il n'y avait pas de papa sur la photo. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était devenu un étranger dans sa propre maison. Ce dessin et cette question l'ont brisé. Cela l'a fait tout abandonner. Le 26 Tosser. Octobre 2000, G est monté sur scène à Nashville et a stupéfié le monde entier. Il a dit les mots. Personne ne s'y attendait. Je suis ici pour annoncer ma retraite. Ce qui a rendu cela encore plus choquant, c'est qu'il l'a dit le jour même où Capitol Records célébrait la vente de 100 millions d'albums aux États-Unis. Il n'avait que 38 ans. Il avait 18 tubes numéro 1. Chunk 11. Il était le plus grand artiste solo de l'histoire américaine. Mais devant les caméras, les yeux brillants, il a simplement dit que c'était fini. Il s'était promis qu'il brûlerait fort, brûlerait vite. Et maintenant, il tenait cette promesse. Certains pensaient que ce n'était qu'un autre coup de publicité, comme les fois où il avait menacé de prendre sa retraite en 1992 et 1995. Mais cette fois-ci, cela semblait définitif. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est ce qu'il a fait ensuite. Gar a abandonné des accords d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Il n'a pas emménagé dans un autre manoir, ni disparu à Hollywood. Il est retourné en Oklahoma. Il a emménagé dans une maison d'une seule pièce, juste pour être près de ses enfants. Pendant que le monde attendait un retour, il bordait ses filles tous les soirs. Il a laissé derrière lui les jets privés et les bus de tournée. Au lieu de cela, il a préparé des déjeuners scolaires et a entraîné des équipes de soccer. Il a dit « J'ai demandé à ma femme d'être père et mère assez longtemps. Maintenant, c'était à son tour d'être là. Aucune somme d'argent ne pourrait remplacer cela. » De 2001 à 2014, Gar et Sandy ont créé quelque chose de presque inouï. Tous les jours, à 18 h, ils échangeaient les enfants. Une nuit avec maman, une nuit avec papa. Cela s'est produit tous les jours pendant 14 ans. Les filles ont grandi en voyant leurs 2 parents tous les matins et tous les soirs. Gar allait à tous les matchs, à tous les événements scolaires, juste comme un autre père anonyme dans les tribunes. Il a dit que ces années avaient été les meilleures de sa vie. Il a admis qu'il n'avait pas de manuel pour cela, mais il construisait quelque chose de réel, quelque chose qu'aucune de ses gloires ne lui avait jamais donné. Puis est venu le 10 décembre 2005. C'est le jour où il a épousé Trisha Yearwood. Ils ont organisé un petit mariage avec seulement 77 invités dans leur maison près de Tulsa. Trisha portait une robe rouge rubis à l'arrivée des gens, puis s'est changée en une robe de mariée blanche avec des perles scintillantes et une jupe spectaculaire. Gar portait un smoking noir et un chapeau de cow-boy. Il n'y avait pas beaucoup de photos. Chunk 12, c'est comme ça qu'il le voulait. Ce qui importait le plus, c'est que Trisha entrait dans la vie de 3 jeunes filles qui n'avaient pas besoin d'une nouvelle maman, mais qui avaient besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. G a dit « Elle va arriver, et ces filles vont non seulement avoir une compagne qui n'est ni leur maman ni leur papa. Elle est devenue une partie du ciment qui a maintenu la nouvelle famille ensemble. » Alors même que le monde le suppliait de revenir à la musique, Jay a choisi des choses que la plupart des célébrités ne font jamais. Il a refusé des offres d'Hollywood. Il passait ses matins à préparer des déjeuners et ses après-midi à conduire des voitures de covoiturage. Il a dit que le fait d'aller au match de soccer de sa fille était le meilleur moment de sa vie. Il est devenu si discret, si normal, que la plupart des gens en ville le connaissaient simplement comme le papa de Taylor, August et Ali. Trisha n'avait jamais gardé d'enfant auparavant. Et apprendre à être parent a été difficile. Mais Gar lui a donné un conseil qui est resté. N'essayez pas d'être leur meilleur ami et n'essayez pas d'être leur maman. Pourtant, la musique en lui ne s'est jamais complètement effacée. Le 25 novembre 2005, il a discrètement sorti un coffret par le biais de Walmart et Sam's Club intitulé The Limited Series. Il comprenait un disque intitulé The Lost Sessions avec des chansons enregistrées entre 1995 et 2005. Il s'est vendu à environ 300 000 exemplaires en seulement 3 jours, mais cela n'a pas compté sur Billboard en raison de son accord exclusif. Les critiques et les fans étaient divisés.
Certains Sonny ont dit que cela rompait sa promesse de retraite. En février 2006, il l'a réédité avec 6 chansons supplémentaires. Même lui a admis qu'il se sentait en conflit à l'idée de sortir à nouveau de la musique. Puis est venu 2014. C'est alors que tout a explosé à nouveau. G a annoncé des spectacles à Dublin et a vendu 400 000 billets en 90 minutes. Mais en raison de litiges locaux, les 5 concerts ont été annulés. Malgré tout, il a lancé sa première tournée en 13 ans le 4 septembre 2014. C'est devenu quelque chose que personne n'avait vu venir. 390 spectacles jusqu'en décembre 2017. Rien qu'à Minneapolis, plus de 2011 000 billets ont été vendus. La tournée a rapporté 365,3 millions de dollars. Il a donné 2 spectacles par soir dans certaines villes. C'était la plus grande tournée de country de tous les temps. Yeah, Chunk. 13. Le 11 novembre 2014, G a sorti Man Against Machine, son premier album studio en 13 ans. Il a admis qu'il avait peur que les gens l'aient oublié. Le premier single a fait ses débuts à la 19e place des charts, mais les critiques n'ont pas été tendres. Certains ne lui ont donné que 2 étoiles. Une critique disait même qu'il aurait dû attendre plus longtemps. Il a essayé de le sortir par le biais de sa propre boutique numérique, Ghost Tunes, qui a fermé ses portes en 2017. Malgré tout, l'album a alimenté sa tournée, même s'il n'a pas dominé les charts. Puis, en octobre 2024, tout a changé à nouveau, mais pas pour le mieux. Une ancienne coiffeuse et maquilleuse s'est manifestée avec de graves accusations. Elle a affirmé que Brooks l'avait violée en mai 2019 et qu'elle avait subi un harcèlement continu alors qu'elle travaillait pour lui de 2017 à 2020. Elle a déposé une plainte à Los Angeles. Brooks a tout nié, qualifiant cela de tentative d'extorsion de millions de dollars. Il a répondu en déposant sa propre plainte dans le Mississippi pour diffamation. Les allégations sont survenues alors qu'il se produisait encore au Caesars Palace, à Las Vegas. Après un spectacle, il a publié « S'il y a jamais eu une nuit où j'avais vraiment besoin de ça, c'était cette nuit-là. » Le scandale a jeté une longue ombre sur un héritage qui avait été bâti sur le sacrifice, la famille et la rédemption.